Bien, bonjour, chers amis. Nous allons reprendre la suite de cet enseignement et d'abord sur la forme, certaines personnes m'ont indiqué que je parlais un peu trop bas, donc je vais élever un peu plus la voix. Certains appareils, même en mettant le haut-parleur au maximum, ne donnant pas un résultat satisfaisant. Veuillez m'en excuser. Donc, vous vous souvenez que la fois précédente, on avait regardé un certain nombre de portraits de communes répartis dans tout l'Hexagone et correspondant à des situations géographiques, sociales, économiques fort diverses. Alors, ça nous permet d'enchaîner maintenant, puisqu'on a eu cet éclairage sur des réalités communales, sur, au fond, cette question toute simple, qui habite en milieu rural? Et bien sûr, comme dans tout début de chapitre, on va poser une problématique et la question qui est affichée au-dessus, qui habite en milieu rural, semble être une question tout à fait simple de prime abord. Au fond, qui est-ce qui habite dans les campagnes d'aujourd'hui? Mais la réalité, c'est que cette question simple, en fait, elle introduit une problématique qui est nettement plus large. Alors avant de regarder le tableau chiffré sur lequel on va s'arrêter, parce que vous vous souvenez que c'était un peu compliqué, selon les découpages, selon les choix de limites, on a plusieurs niveaux possibles de définition et de nombre de ruraux. Alors préalablement, on va regarder les questions sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. La première, c'est que dans les campagnes, il y a bien sûr des habitants de souche qui, depuis 1860, connaissent un déclin démographique. C'est toute cette période qu'on a appelée de l'exode rural. Et puis, plus récemment, on a eu un exode urbain vers les campagnes. Et la question, bien sûr, c'est est-ce qu'on est passé réellement du déclin démographique à la renaissance des espaces ruraux. Alors le mot renaissance, je l'ai mis entre guillemets exprès pour faire référence à un ouvrage célèbre de Bernard Kaiser que j'ai déjà cité qui s'appelle La Renaissance rurale. Et ce qui veut dire aussi que cette question-là, on va la regarder à l'aune des départs et des arrivées. Qui part des campagnes aujourd'hui et qu'est-ce qui arrive? Et la question des arrivées sera le thème qui nous retiendra principalement. Continuons notre petit examen des questions qui sont posées. S'il y a à la fois des habitants de souche et des nouveaux habitants, la question c'est de regarder à travers le qui sont-ils, la question qui est la suivante, est-ce qu'il s'agit de personnes âgées ou pas? Et là, on va voir qu'il y a des perceptions spontanées bon, qui sont très courantes, hein, où on a le sentiment que les campagnes sont peuplées de personnes âgées assez largement. Alors c'est assez vrai, mais on regardera d'un peu plus près la réalité démographique. Et en voyant d'ailleurs que cette question de l'âge est très variable selon les types de campagnes. Une autre question, c'est de se dire, s'il y a un renouveau démographique, est-ce qu'il existe partout ou pas? Ou bien est-ce qu'on a une population qui s'accroît différemment selon les lieux? Et là aussi, nos 6 portraits communaux ont commencé à nous donner quelques éclairages. Et une autre question, puis on pourra en ajouter d'autres, mais je ne veux pas prolonger trop ce questionnement, c'est est-ce que toutes les catégories socio-professionnelles, on va essayer de chaque fois de penser à définir les sigles qui sont utilisés, toutes les CSP, catégories socio-professionnelles, tendent-elles à y devenir présentes ou pas? Si on la pose autrement, cette question, c'est est-ce que les campagnes d'aujourd'hui connaissent une certaine mixité sociale ou pas? Voilà un petit peu les questions sur lesquelles nous allons travailler aujourd'hui. Et tout de suite, bon, pour entrer dans notre thème, pour qui habite en milieu rural, eh bien, on va regarder cette
population de la France métropolitaine en 2006 en regardant ce tableau assez attentivement. Il correspond à ce qu'on a appelé le premier des deux découpages en aire urbaine. C'est le type de définition qui me semble assez pertinent pour parler du milieu rural aujourd'hui. Alors, vous voyez qu'on est dans un pays avec une majorité d'aires urbaines, avec des pôles urbains, des banlieues et ce qu'on appelle du périurbain. Bon, tout cela réuni, évidemment, forme la grande majorité de la population, plus de 50 millions d'habitants. C'est des données 2006 qu'il faudrait actualiser un petit peu, mais bon, les ordres de grandeur restent pertinents. C'est-à-dire 82% de la population qui vit dans ces zones. Arrêtons-nous quand même un tout petit peu à la ligne du périurbain. Je vous avais dit que les aires urbaines étaient démesurées, s'étendant sur des 30-40 km autour des grandes agglomérations. Et dans ce périurbain qui correspond au tiers de la surface de l'Hexagone, vous avez 21 millions d'habitants. Il est clair que dans ces 21,8 millions d'habitants et sur le tiers de la superficie du pays, eh bien, nous avons à peu près autant de ruraux selon les perceptions classiques, c'est-à-dire des gens qui habitent des villages, que des véritables urbains. Simplement, ils font des migrations alternantes vers les lieux de travail qui sont situés dans les villes-centres ou dans leurs banlieues. Les ruraux, dans cette définition-là, eh bien, ils sont 11 millions, c'est le chiffre sur lequel on travaillera à partir de maintenant, même si, encore une fois, on sait que dans le périurbain, il y a d'autres ruraux, et c'est-à-dire 18% de la population est sur une superficie qui couvre à peu près 60% de la superficie de l'Hexagone. Voilà ces quelques données, donc mémorisons pas tous les chiffres, ça ne sert à rien, au moins un chiffre, disons que en gros, on a un peu plus d'11 millions de ruraux aujourd'hui, auxquels on pourrait rajouter une partie de ces habitants du périurbain, qui est en réalité presque plutôt un périrural. Voilà pour les premières données quantitatives. Alors, avançons, et comme nous l'avons dans la première question, on va se demander la réalité de cette renaissance rurale dont j'ai parlé au départ. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a à peu près 72 000 habitants de plus chaque année, parmi ce qu'on a défini là, 11 millions de ruraux. 72 000 habitants de plus chaque année, c'est un solde. Un solde. Ça veut dire, c'est après voilà, qu'on ait fait la balance départ, arrivée, on arrive à ce chiffre-là en faveur des zones rurales. Alors la dynamique des migrations vers les campagnes, elle est forte. Il y a eu une étude de l'Inspection générale des affaires sociales qui a déjà une bonne dizaine d'années et qui avait, à partir d'extrapolation de chiffres régionaux, abouti à un montant élevé en disant ben, il y a plus de 2 millions de nouveaux habitants en 5 ans. Bon, la méthode est discutable, je pense que le chiffre que l'on voit sous les yeux est excessif, mais bon, il y a donc beaucoup d'arrivées dans les zones rurales. Dans ce montant avaient été certainement intégrés les habitants du périurbain. Donc, ce qui veut dire que si le solde est de 72 000, un chiffre important mais quand même bien inférieur, ça veut dire qu'il y a encore des départs des campagnes. S'il y a des nouveaux habitants, il y a encore des départs, qu'il s'agisse de nouveaux habitants qui repartent après une expérience ou qu'il s'agisse d'habitants de souche et en particulier dans les jeunes générations des habitants de souche, on verra plus tard que les 20-35 ans continuent à partir assez largement des campagnes. Mais ce chiffre est intéressant à retenir et on peut y adjoindre un autre élément. C'est que quand on regarde les chiffres des recensements,
il n'y a presque plus d'espaces ruraux en déclin. Alors ça, c'est quelque chose d'assez remarquable, parce qu'on pouvait avoir une perception en train de se dire oui, mais les campagnes vivantes, ce n'est qu'une partie des campagnes. C'est assez largement vrai, mais néanmoins, même dans des régions rurales assez isolées ou assez éloignées, eh bien, le nombre d'espaces ruraux qui sont encore en déclin, ça se limite à quelques cantons, quelques dizaines de cantons, mais pas plus. On peut prendre l'exemple de la région du Limousin, et dans cette région du Limousin, eh bien, qui était le type même d'espace rural en déclin, on voit que dans les dernières années, eh bien, la population commence à réaugmenter légèrement. Alors cependant, il faut être pas du tout naïf en disant ça. Dans ces régions rurales souvent assez éloignées, la croissance démographique est faible. C'est un petit plus en termes d'habitants. Et qui va avec, c'est que ce regain modeste ne comble pas plus d'un siècle d'exode rural. Que le pic démographique des zones rurales, c'est 1860, c'est-à-dire il y a un siècle et demi. Donc ce regain est modeste et on a encore une présence d'espace à très faible densité de population. Bon, cette photo en dit plus qu'un long discours. C'est l'image que vous avez peut-être en tête de campagnes un peu éloignées ou isolées et où vous voyez que, eh bien, à l'ombre des murs, que deux personnes un peu âgées sont assises. Voilà, c'est un peu la manière de signifier ce vieillissement et ce peu d'habitants qu'il y a dans le rural éloigné. Alors, puisqu'il y a de nouveaux habitants qui partent vivre à la campagne, eh bien, il y a une question qui est assez intéressante, du moins à mon goût, c'est de se demander, mais pourquoi il y a cette envie, ce désir de vivre à la campagne? Alors, peut-être à partir de cette question, on peut discerner quelques signes tout simples. Alors, dans la bibliographie, j'avais publié il y a quelque temps dans Information sociale un article sur l'espace rural et j'avais regardé d'assez près, étudié la bibliographie et j'avais été frappé par un certain nombre de titres, qu'il s'agisse d'auteurs universitaires ou qu'il s'agisse d'auteurs journalistes, etc. Et les titres sont très frappants, regardez-les. Au bonheur des campagnes, c'est un très beau livre avec beaucoup de données chiffrées, très fines, de Jean Viard. Alors Jean Viard, c'est un sociologue que vous voyez parfois sur les plateaux de télévision, dans des émissions comme C'est dans l'air. C'est un sociologue qui analyse assez finement les évolutions de notre société contemporaine. Il avait fait ça avec Bertrand Hervieux, un auteur que j'aime beaucoup et avec qui j'ai eu la chance de travailler un peu. Vous avez encore un titre qui est très révélateur. C'est à nouveau de Bernard Kaiser, qu'on avait cité auparavant La Renaissance rurale. Et là, il parle de la naissance de nouvelles campagnes. Et la naissance de nouvelles campagnes, il va s'intéresser notamment à cette tranche d'âge des 60, 65, voire 70 ans, c'est-à-dire des jeunes retraités qui apportent un peu de nouvelle vie dans ces campagnes. Bon, là, on est plutôt dans des travaux universitaires, travail plus simple d'accès, mais très révélateur quant au titre, journaliste, c'est Farinelli, Quitter la ville, mode d'emploi. Donc, c'est un guide pratique. Vous en avez assez d'habiter dans une grande ville. Et ben, si vous voulez partir, il donne une sorte de vade-mecum. Bon, j'aurais pu les multiplier, mais vous voyez que dans la bibliographie, on voit bien des titres qui sont là pour confirmer cet engouement pour vivre à la campagne.
Dans la production de films. Bon, alors il y en a qui, je ne suis pas un grand cinéphile, mais qui, à mon avis, ne sont pas des grands chefs-d'œuvre. Mais enfin, ceci étant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont accueilli, je crois, pour que Le Bonheur est dans le pré, je ne sais plus, c'est 4 ou 5 millions de personnes qui l'ont vu. Alors, c'est tourné dans le Gers, d'où la publicité faite par ce département qui est devenu Le Bonheur est dans le Gers. Bon, Le Bonheur est dans le pré, c'est là aussi un titre qui révèle un peu de cet engouement pour les campagnes. Un peu plus fin, Une hirondelle a fait le printemps, tourné dans le Vercors, là aussi qui montre du retour vers les campagnes. Dans la presse, de ces nombreux articles qui ont paru, en particulier dans la période récente. Et voilà, bon, on aurait pu rajouter, parce que c'est un style que j'aime bien, dans le dessin, la caricature, la bande dessinée, ça depuis longtemps. Bon, on retrouve notre ami Saint-Pé avec cette caricature savoureuse du citadin riche et aisé qui vient tout d'un coup admirer les vertus de la vie à la campagne. Et avec la légende que vous voyez, je vis, Marthe, son épouse qui est dans la voiture, je vis. Alors, regardons de manière, maintenant, après avoir vu ces quelques signes, mais encore une fois, c'est des signes qui sont très, très intéressants et parlants, les motivations chez les jeunes seniors. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les jeunes seniors? Eh bien, c'est les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite. Actuellement, bon, dans la période que nous vivons, 2020, c'est plutôt autour de 62 ans en moyenne statistique. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était un départ qui se situait plutôt vers 59-60 ans. Donc, c'est assez intéressant à pointer. Pourquoi? Eh bien, parce que les personnes, quand elles arrivent à 60 ans et plus, elles ont une espérance de vie devant elles qui est longue. Vous savez qu'en démographie, enfin, vous ne savez pas, ça n'a pas grande importance. On a deux manières principales d'appréhender la durée de vie. C'est celle à la naissance, voilà, qui s'allonge chaque année, hein, de pas loin de ces 30 dernières années, presque de 2 mois par an, ce qui est beaucoup. Et puis on a un autre critère qui nous intéresse ici, c'est l'espérance de vie à 60 ans. Et cette espérance de vie à 60 ans, eh bien, je regarde les données de l'INSEE, elle est de 27,8 ans pour les femmes et de 23,4 ans pour les hommes. Vous savez qu'il y a toujours une différence, les femmes vivant nettement plus longtemps que les hommes. Mais ce chiffre-là, si vous regardez, bon, en moyenne, hommes-femmes réunis, on est à plus de 25 ans, c'est-à-dire qu'il y a une longue tranche de vie qui s'ouvre. Et ce désir de campagne, c'est une inscription dans une réalité, d'un espace, d'un milieu de vie pour longtemps. Pour longtemps. C'est plus de la moitié de la durée de vie professionnelle. Bon. Donc, ce n'est pas un phénomène de courte durée, même si après, les seniors, quand ils vont gagner en âge, il y a parfois un retour qui s'opère vers la ville où les services sont plus proches. Pardon, je suis un peu enrhumé. J'espère que ça ne nuit pas à l'audibilité. Alors, les raisons qui sont présentes, d'abord, il y a celle du cadre perçu comme attractif. Ces personnes quittent la vie professionnelle. Alors, sans caricaturer, ils ont connu quand même un peu le métro boulot dodo, et il y a une envie d'autre chose, un désir d'autre chose. Et à ce point de vue-là, la campagne est perçue comme un milieu attractif, parfois idéalisé, ça y a aucun doute, mais aussi parce qu'il y a un écho. Un écho, c'est le fait que les campagnes, qu'elles soient montagnardes, proches des littoraux ou campagnes tout simplement, l'exemple du Gers par exemple, qui a beaucoup misé sur cette publicité-là, eh bien, ces campagnes-là
bénéficie dans l'opinion, c'est très bien étudié par Jean Viard, d'une cote d'amour, on va dire, d'une vraie cote d'amour. Bon, c'est ainsi. Alors, il ne faut pas dire que la ville est totalement répulsive, ce serait tout à fait excessif. Mais je crois qu'il faut prendre simplement les enquêtes statistiques de Jean Viard, avec des pourcentages très élevés, qui montrent que nos contemporains, la campagne, en clair, ça leur plaît, pour beaucoup d'entre eux. Une autre raison, une autre motivation, c'est le logement. Le logement, parce que la réalité du vécu quotidien dans des agglomérations de grande taille, c'était plutôt l'appartement. Alors, appartement qui peut être certes agréable, mais souvent perçu comme marqué par les sonorités, marqué par l'exiguïté, etc. Bon. Tandis que le désir de campagne, il s'accompagne de l'idée, et puis souvent de la réalité quand on matérialise le projet, d'une maison individuelle. Quitter la ville, j'y reviens pas, on vient d'en parler. Bon. Un point particulier chez les jeunes seniors, c'est que pour pas mal d'entre eux, il s'agit d'un retour à l'histoire familiale, d'un retour au lieu d'origine. Or, le phénomène est bien connu, en particulier dans le centre de la France, en Auvergne. Vous le trouvez dans notre région Occitanie pour le département de l'Aveyron, par exemple. Bon, des personnes qui ont fait une bonne partie de leur vie à Paris, notamment. Bon, bien connu. Hein, on pourrait le dire aussi pour la Bretagne. Les Bretons de Paris, les Auvergnats de Paris, ou les gens de l'Aveyron à Toulouse, etc. Et en fait, qui n'ont jamais rompu avec les campagnes d'où ils viennent. Ils sont originaires de ces espaces ruraux. Souvent, ils ont gardé une maison de famille, une maison en propre, etc. Et quand ils arrivent à la retraite, eh bien, c'est des personnes qui reviennent et qui sont motivées par ce désir de campagne, d'autant plus que là, eux, ils savent de quoi il s'agit. Ce n'est pas d'une campagne mythique et idéalisée, c'est d'une campagne réelle, mais c'est leur désir de renouer. Alors, sur les deux photos qui vont suivre, on va voir aussi que le cadre attractif, alors il n'est pas d'abord vers le fin fond de la Picardie ou des grandes platitudes de la Haute-Marne ou par là-bas, il est plutôt pour des régions, effectivement, où le cadre est plutôt sympathique. Vous voyez le village typique de Provence, on est dans le Luberon. Et voilà le type d'espace rural considéré comme attractif. Les espaces retour pour des gens qui ont été travaillés ailleurs, c'est le cas par exemple chez les Corses, travaillés à Ajaccio, Bastia ou même le plus souvent à Marseille, et qui reviennent dans ces jolis villages de Balagne dont ils sont souvent originaires, ici le petit village de Speluncato. Voyons ensuite les motivations chez les jeunes générations. Alors, cet désir de campagne ou cet engouement pour les régions rurales, on la date souvent de 1968 et des années qui ont suivi. Alors, à la fois sociologiquement parlant, statistiquement parlant, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu un grand nombre de départs, bon, et avec aussi pour les projets un peu trop rêvés, il y a eu pas mal de retours ensuite en ville, mais voilà, le phénomène est là, et avec quelque chose d'assez fort qui était un élément d'idéologie. Au fond, cette génération jeune, elle voulait, dans le cadre des utopies de 1968 et des années qui ont suivi. Alors attention, hein, quand j'utilise le mot utopie, c'est pas uniquement pour dire des choses totalement irréalistes, mythiques, etc., tout ce qu'on veut. Il s'agit bien de quelque chose qui est une idée force. Voilà. Une idée force de vouloir se laisser habiter et réaliser un projet dans ce cadre-là.
Il s'agit d'installations souvent tournées vers l'élevage. Alors vous avez cette image en tête de ces jolis villages des Cévennes avec des jeunes barbus, avec leurs troupeaux de chèvres et la fabrication de fromage, etc. Toutes choses qui, encore une fois, ne sont pas fausses, hein, et qui ont créé entre eux des réseaux assez peu formalisés. Alors c'est intéressant l'idée de réseau parce que ces jeunes qui voulaient changer la vie, en fait, ils étaient en interrelation sociale plutôt entre eux qu'avec les habitants de souche qui les regardaient, il faut bien le dire, avec un brin d'étonnement, en se disant mais qui sont ces jeunes qui veulent démarrer des exploitations vers des formes d'élevage dont nous savons bien qu'elles sont difficiles, qu'elles exigent beaucoup de travail et qu'elles sont peu rentables. Bon. 1985-90, c'est là, en gros, c'est date, c'est pas une année près, une seconde vague de jeunes arrivants. Alors cette seconde vague de jeunes arrivants, elle est en quête, là aussi, d'un ailleurs. En ce sens-là, elle prend la suite de la génération de 68, mais avec des projets plus réalistes. Et là, on a un taux de personnes qui vont inscrire ces projets dans la durée qui est plus élevé que la première vague. Et puis, il y a une troisième vague. Alors, ces points que j'indique, ils ont été vérifiés dans différentes régions. En Bretagne, par exemple, Clotilde Roulier a travaillé là-dessus. Ça a été étudié en une partie de l'Ariège qu'on appelle le Séronais. Donc, cette troisième vague, elle correspond plutôt au début de notre siècle. Et c'est des installations qui prennent des formes beaucoup plus diversifiées. Et là, on n'est pas dans une rupture. C'est des générations qui arrivent en gardant parfois un lien avec la ville dont ils sont originaires, où ils ont une toute ou partie de leur activité professionnelle. Alors, ils engagent, puisque depuis le début du siècle, c'est des techniques qui sont bien au point, le télétravail. Mais on va avoir, intéressant dans cette génération, des activités assez largement individuelles, tout secteur, activités économiques, artistiques, etc. Mais aussi, chez certains d'entre eux, des créations de TPE, de très petites entreprises. Bon. Alors, voyons-le en images. Voilà l'univers du Babacool. Bon, ça existe toujours, il ne faut pas croire que ça a disparu, mais là, ceux qui sont encore là en 2020, d'abord, ils sont plus tout jeunes, hein, et puis ils ont engagé une modernisation de ces exploitations d'élevage assez étonnante. Bon, je vais chercher un peu d'eau parce que je crois que je suis très enroué. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, on reprend en espérant que ne pas trop couper. Alors, on continue toujours dans cette question de l'engouement pour les zones rurales. Et on va voir aussi qu'il y a des familles qui arrivent avec des jeunes enfants. Alors, ces familles qui arrivent dans les campagnes avec de jeunes enfants, eh bien, quels sont les éléments qui sont importants dans leur motivation? On retrouve la question du logement. J'avais fait une étude lors du congrès d'une grande association qui s'appelle Famille Rurale, et où à Bordeaux, on avait mis en commun pas mal d'expériences sur ce sujet-là et de voir combien cette question du logement chez les nouveaux ruraux était importante.
Logement familial, en ville, quand on a 2, 3 enfants, il semble toujours exigu, et c'est vrai. Et donc, il y a cette quête d'un logement de type maison, habitat pavillonnaire. Voilà. Donc, la motivation, c'est le bien-être de la famille. Le bien-être de la famille et de pouvoir, effectivement, de disposer de suffisamment d'espace, de pouvoir ne pas connaître l'exiguïté de certaines villes ou de certaines banlieues. Le cadre nature est souvent évoqué. Pardon, mais quand on évoque le cadre nature, je l'ai mis entre guillemets, pourquoi? Parce que chez les urbains qui quittent la ville pour s'installer à la campagne, il y a un brin d'illusion. C'est-à-dire ce que l'on nomme nature, en réalité, ça n'existe pas. La nature, au sens vrai du terme, c'est un espace que l'on trouve dans quelques régions montagneuses, par exemple, mais tous nos espaces, ils sont très largement, on dit le terme dans le jargon, c'est anthropisé, c'est-à-dire façonné par l'homme. Et le cadre nature, ça peut être une parcelle de betterave ou une parcelle de maïs qui vient jouxter le lotissement pavillonnaire. Alors, on peut appeler ça nature. Bon, point d'interrogation, je vous laisse méditer là-dessus. Et enfin, une dernière motivation forte, c'est la perception d'une ville un peu répulsive. Répulsive pour les parents eux-mêmes et jugée répulsive de ce que les parents pensent être le regard des enfants. Là, les sociologues mettraient quelques bémols, mais voilà, on pense que les enfants seraient mieux à la campagne. Dans cette catégorie de personnes qui ont un désir de campagne, la vérité, c'est qu'il ne s'agit pas forcément de ruraux dans des campagnes éloignées, non, pas du tout. La réalité, c'est que ce sont plutôt des rurbains, des gens qui font le choix d'habiter dans un village à 20-30 km d'une ville où souvent ils travaillent. Et bien sûr, là, c'est tout le phénomène bien connu du lotissement. Alors, il y a d'autres personnes qui ont une forte motivation pour venir habiter dans nos campagnes. Ce sont des ressortissants d'autres pays de l'Union européenne. Bon, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Naguère, il y a eu d'assez nombreuses arrivées en espace rural liées à des raisons historiques. On peut le trouver chez les populations venues d'Italie, la fuite des premières années du régime fasciste, par exemple. On trouve pas mal de ces populations dans des départements comme le Lot-et-Garonne, pas très loin de chez nous, dans les campagnes. On le trouve chez aussi nos voisins espagnols, pour des raisons de migration économique, mais il y a eu aussi de la migration politique en 1939, à la fin de la guerre civile, quand le franquisme a triomphé, et pas mal de républicains ont quitté pour s'installer dans les campagnes. Sur cette vague d'Espagnols qui sont installés dans les campagnes, vous avez le très beau livre de Clavel qui s'appelle L'Espagnol, justement, si vous ne l'avez pas encore lu, voilà, retrouvez-le, c'est un livre magnifique. Des Belges aussi qui avaient fui en 1940. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est plutôt des personnes du nord de l'Europe. Ce sont des personnes aux revenus assez élevés à élevés. Alors, on peut le faire à partir d'enquêtes sur les revenus, mais qui ne sont pas toujours très faciles à conduire. On peut le prendre à travers des indicateurs. Ça avait été fait, par exemple, pour le courant britannique vers le Périgord, qui était fort. Il y avait une ligne
qui reliait Londres-Stansted, un aéroport au nord de Londres, à Bergerac. Bon. La population qui fréquentait cet avion, il s'agissait d'un 737, donc ce n'est pas si petit que ça. Et ça veut bien dire qu'il y avait un Ryanair qui faisait cette ligne. Ce n'est pas des philanthropes. S'ils l'avaient créé et maintenu, c'est bien qu'il y avait une clientèle. Donc une clientèle qui pouvait faire des allers-retours assez fréquents. Et donc à partir d'indicateurs de ce type-là, on voit bien que plus les types de logements qu'ils ont réhabilités, restaurés ou achetés, que c'était une clientèle plutôt aisée, on va dire. Pour ces ressortissants des pays de l'Union européenne qui viennent plutôt du Nord, dans les enquêtes, on voit toute l'importance de la qualité paysagère. Ouais. Alors, ce n'est pas par hasard que j'ai cité le Périgord, hein, tout le Périgord noir, la région de Sarlat qui est magnifique. Ça leur plaît. L'importance du patrimoine. Et quand je dis patrimoine, c'est tous les patrimoines. Un peu à la manière des racines et des ailes. Ce n'est pas que le patrimoine bâti, c'est le patrimoine culturel, c'est le patrimoine gastronomique, c'est le patrimoine vitivinicole, etc. Voilà, on peut prendre l'exemple des Britanniques. Assez nombreux dans certaines régions. En Bretagne, il y a des communes où ils représentent parfois plus de 10% de la population. Le mouvement, d'ailleurs, est confirmé dans cette région-là. J'en ai eu quelques échos à travers des Britanniques qui ont envie de résider de plus en plus dans les campagnes françaises ou en France plus généralement à la suite du Brexit. Des personnes qui sont en complet désaccord avec ce choix du repli britannique sur la forme insulaire, qui se sentent très bien en Europe et qui se disent, au fond, avec ce choix qui est fait et avec lequel on est en désaccord, on va passer tout ou partie de notre vie sur le continent où on se trouve, ma foi, fort bien. J'indique par exemple qu'il y a des formes d'insertion qui sont assez intéressantes. Dans les conseils municipaux, vous avez pas mal de ressortissants de pays de l'Union européenne et notamment de Britanniques. En Dordogne, que j'ai déjà plusieurs fois cité, vous avez eu, je ne sais pas si elle existe encore, mais pendant des années, une revue qui devait être à périodicité mensuelle, si je me souviens bien, qui était bilingue franco-britannique, franco-anglais. Voilà, avec des niveaux d'intégration différents, alors différents selon les pays dont ces personnes sont originaires. Les Européens du Nord qui s'intègrent le mieux, ce sont nos amis belges, bien sûr, pour des raisons de proximité linguistique, enfin pour la Belgique francophone. Les Britanniques, encore une fois. Pour les Néerlandais, c'est beaucoup moins net. Ils vivent plutôt dans nos campagnes, mais de manière plus isolée. Et pour nos voisins allemands, c'est encore différent. Ce n'est pas tant en achat de maison, c'est plutôt en location qu'ils viennent. Alors, on va essayer d'avancer. Ah, pardon. Avant de quitter cette rubrique, un dernier point qui est récent et que je n'ai pas rajouté sur les diapositives. C'est la question qui est évoquée aujourd'hui du goût de campagne à la suite du confinement. Alors là, on est vraiment dans l'actualité. Et quelques enquêtes, mais sans qu'on ait beaucoup de chiffres et de données précises, tendent à montrer que les ressortissants de l'Île-de-France et d'autres grandes agglomérations auraient quitté cette ville qui les inquiète en temps de pandémie pour partir à la campagne. Bon. La réalité, c'est qu'il s'agit souvent de catégories sociales assez aisées qui avaient une résidence secondaire. Donc, ce n'est pas une véritable migration vers les campagnes. Parfois des locations dans des gîtes. Mais il y a eu quelques articles économiques qui ont parlé sur le sujet pour voir s'il y avait une augmentation des prix du bâti en espace rural.
et ce qui remonte des chambres des notaires dit que ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas dire qu'à la suite de la pandémie, tout le monde va fuir les grandes villes pour aller s'installer à la campagne. Ça ne semble pas être encore le cas. Est-ce que ça viendra? Il est trop tôt pour le dire. Alors, les ruraux sont-ils âgés? Deuxième grande question de notre problématique. Globalement, oui, mais avec bien des différences selon les types de campagnes. Alors, là, il y a des chiffres, ils ont besoin d'être expliqués, sinon ils ne vont pas vous dire grand-chose. C'est là aussi une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales qui nous dit que les plus de 60 ans sont 27,5% de la population totale des campagnes, des espaces ruraux, alors qu'ils ne sont que 20% dans les aires urbaines. Donc, incontestablement, quand on regarde la globalité des chiffres, les ruraux sont plus âgés en moyenne que les urbains. Les chiffres qui sont marqués là, sur la diapositive ont tendance actuellement à se rapprocher légèrement, mais le différentiel demeure. Alors, de tous les espaces ruraux qu'on a vus dans les typologies, c'est le rural isolé qui est le plus âgé, bien sûr, vous l'auriez deviné. Les campagnes des villes, c'est-à-dire ces espaces où l'étalement urbain se prolonge de plus en plus, 30-40 km des agglomérations, eh bien, ces campagnes des villes ont une population plus jeune. On a vu que c'était souvent des familles qui s'installaient, et notamment dans ces lotissements, dans toutes ces communes concernées par cet étalement urbain. Mais il n'y a pas que ces cas de figure, ni les campagnes des villes et le rural isolé. Il y a beaucoup d'autres campagnes, comme on l'avait vu dans la typologie. Il y a les campagnes vivantes, économiquement actives. On avait parlé de la région de Cholet, souvenez-vous. On a les campagnes littorales, les campagnes de grandes vallées où il y a une activité économique très diversifiée. Et là, la moyenne d'âge dans ces espaces est proche de la moyenne nationale. Souvenez-vous, on avait regardé le cas d'une commune de Haute-Savoie où la moyenne d'âge même était plus jeune. Donc, dans ce type de commune qui connaît une forte attractivité touristique, du moins jusqu'à cette année, eh bien, la population y est assez jeune. Elle sera encore plus jeune si on intégrait dans les calculs les résidents temporaires qui viennent faire la saison, comme on dit. Voilà. Toujours dans cette question de l'âge en milieu rural, eh bien, il faut quand même pointer que la génération des 20-30 ans y est peu nombreuse. Pourquoi elle y est peu nombreuse? D'abord parce qu'il y a la prolongation des études et que les études, quand on arrive à l'âge des études supérieures, ce n'est pas à la campagne qu'on trouve la réponse, à part quelques établissements, formation agronomique par exemple. Et les premiers emplois, avec toute la difficulté que connaissent les jeunes générations pour trouver du travail, eh bien, la génération des 20-30 ans y est peu nombreuse. Voilà ce que l'on peut dire à gros traits. Après, évidemment, il faut se livrer à des enquêtes plus fines sur les différentes catégories de la typologie des campagnes pour avoir une meilleure vue sur ce caractère âgé ou non. Alors, dans notre problématique, on avait intégré notre questionnement. Est-ce que cette croissance de population, elle est présente partout? On avait vu une réponse plutôt positive, mais en disant qu'elle était quand même très variable. Bon, et même si le Limousin recommence un petit peu à augmenter, c'est bien moins que dans d'autres types d'espaces ruraux. Alors, là, les études sont très soutenues depuis longtemps et on a une réponse précise. On voit que là où la population rurale augmente le plus, c'est sous l'effet de ce qu'on appelle l'effet régional. Qu'est-ce qu'on appelle effet régional? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'aux métropoles dynamiques, Toulouse, Bordeaux, le BAB pour chez nous,
Bayonne-Anglet-Biarritz, eh bien, aux métropoles dynamiques correspondent des territoires ruraux également dynamiques. Ah. Et là, on voit bien tous les faits d'entraînement, bien sûr, des métropoles. Alors ça, c'est une réalité facile à comprendre, il n'y a pas besoin de s'y étendre. Au fond, c'est ces campagnes des villes qui ont connu une assez forte augmentation. Même si, encore une fois, il s'agit, quand on les regarde sous l'angle paysager de l'activité agricole dans les champs, ben, ce sont vraiment des campagnes. Mais il y a aussi un autre phénomène qu'on peut regarder, c'est ce qui se passe autour de villes moyennes. Alors, bon, on va tout de suite prendre une carte. Vous voyez là, ici, c'est les scores de fragilité ou non d'un certain nombre de villes moyennes. Si on regarde proche de chez nous, eh bien, on voit qu'il y a des villes moyennes qui ne présentent aucun signe de fragilité. C'est Bayonne-Anglet-Biarritz, ce qu'on appelle le BAB. Et puis, par contre, on a une ville moyenne qui accumule tous les scores de fragilité. C'est la nôtre, Tarbes, comme on le trouve dans le nord de la France. Alors, ça ne nous fait peut-être pas très plaisir. Bon, les items retenus par le Commissariat général à l'équité des territoires, à l'égalité des territoires, a fait un travail sérieux. Bon, on sait très bien que le déclin industriel de la ville de Tarbes se traduit en score de fragilité que l'on sait. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ces villes moyennes fragiles, elles se dépeuplent. Elles se dépeuplent même assez vite parfois. Mais elles se dépeuplent parfois au profit des campagnes voisines. Alors, examinons ensemble ce tableau, puisqu'on a vu que Tarbes était concerné. Vous voyez que sur la période des cinquantaines d'années, Tarbes, en gros, a perdu 15 000 habitants. La commune elle-même, 55 400 à 40 500. Bon. Est-ce que ça veut dire que tout le département des Hautes-Pyrénées a diminué dans les mêmes proportions? Non, non, non. Il est resté assez stable, même avec une très légère augmentation. Alors, ces habitants qui ne sont plus à Tarbes, ils sont où? Eh bien, ils sont dans les communes périphériques et plus éloignées. Alors, j'ai pris, parce que j'avais fait une petite étude sur les 14 communes du sud-est de Tarbes. On aurait pu en prendre d'autres au sud-ouest, comme Azrex, Aussin, etc. Alors, pourquoi les communes au sud-est de Tarbes? Parce qu'elles donnent lieu à une perception plutôt attractive, c'est-à-dire se rapprocher des Pyrénées. Et regardez bien les dates. Vous voyez que la période lointaine déjà, 68-82, c'est la croissance des communes mitoyennes ou toutes proches de la ville. Regardez l'évolution spectaculaire dans cette période-là de Barbazan-Debat, par exemple, d'Odos, même de Sousse. Quand on avance dans le temps, eh bien, on voit que les choses diffèrent et c'est des communes plus éloignées qui augmentent de population. Regardez par exemple pour Orgues. Et enfin, dans la période la plus proche de nous, c'est-à-dire qu'on entre dans notre siècle, eh bien, ce sont des communes à l'heure où le caractère rural est beaucoup plus marqué. Regardez Saint-Martin, regardez Vielle-Adour. On dit des communes où l'espace est quand même un espace tout à fait rural avec son village, ses champs, ses bois, etc. Et bien qui augmente. Alors si vous reprenez, ça ne correspond pas à la totalité des communes autour de Tarbes, même éloignées, même des communes rurales à une bonne douzaine de kilomètres, mais que sur la période que l'on étudie là, eh bien, il y a 10 000 habitants presque de plus dans ces seules communes que l'on vient de regarder dans ce tableau. Autrement dit, il y a des communes moyennes urbaines comme Tarbes qui, pour des raisons historiques ou autres, ne sont plus attractives.
Par contre, en termes d'habitat, eh bien, cette attractivité est en quelque sorte compensée. Les gens ne vivent plus forcément à Tarbes, sauf quand ils arrivent à un âge plus avancé. Et par contre, ils habitent dans les communes plus éloignées. Dernière question, est-ce qu'il y a une véritable mixité sociale et professionnelle dans les campagnes? Bon, est-ce que c'est la question des catégories socio-professionnelles? Alors, si on regarde les chiffres d'aujourd'hui, eh bien, décidément, d'abord les campagnes à l'échelle nationale, c'est un espace ouvrier en termes de catégories socio-professionnelles, ou plutôt, ça l'était jusque dans les années 80 à peu près. Alors, ouvrier, ça ne veut pas dire des ouvriers agricoles ou des ouvriers des industries agroalimentaires, les IAA. 23% de l'emploi ouvrier en France se situe en espace rural. Bon, alors peut-être là aussi, ce n'était pas inintéressant de regarder les choses sur le temps long et de voir au fond que les campagnes avaient été le lieu d'une industrie rurale. Alors, ça a beaucoup bougé depuis la révolution industrielle, mais ceci étant, culturellement, dans les pratiques économiques, sociales, culturelles, eh bien, il y a ce fond entrepreneurial local, y compris dans les campagnes. Bon, si on ne va pas trop loin de chez nous, regardez pour des productions qui sont importantes dans l'économie d'aujourd'hui, la mécanique Vallée dans le Lot, par exemple. Mais actuellement, qu'est-ce que c'est la réalité des catégories professionnelles dans les campagnes? Comme partout, c'est le secteur tertiaire. L'espace rural n'échappe pas à la tertiarisation, pardon pour le néologisme, de l'économie. Et moins de 10% des emplois sont des emplois agricoles. Ce n'est pas inintéressant parce que quand on pense ruralité, on pense agriculture. Et aujourd'hui, les agriculteurs, bon, ils sont plus guère que 300 000, enfin 300 000 exploitations, sont très minoritaires dans les campagnes en termes d'activité économique. Alors, ils demeurent les gestionnaires d'espace rural, c'est eux bien sûr qui l'entretiennent, mais ils ne sont pas très nombreux, il faut bien voir les choses comme elles sont. Dernière question, c'est est-ce que la matière grise serait peu présente dans les campagnes? Alors oui et non. Oui et non. D'abord parce que tous les métiers montent en qualification. C'est le cas à l'évidence du métier d'agriculteur, qui se complexifie chaque année davantage. Bon. Mais et avec souvent des jeunes enfants qui reprennent des exploitations agricoles et qui ont fait une école d'ingénieur agronome, par exemple. Ça existe. Mais aussi parce que si les emplois du haut des échelles, entre guillemets, socio-professionnels sont peu présents, prenez l'exemple des secteurs de la recherche-développement, de la gestion, de la spécialisation type médecin spécialisé, ils ne sont pas présents en zone rurale. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au fur et à mesure que les campagnes deviennent de plus en plus des espaces résidentiels, eh bien, vous avez des personnes qui occupent ce type de métier et qui résident à la campagne avec les migrations quotidiennes alternantes. Donc, les campagnes ne sont pas un désert culturel ou des zones de relégation pour les moins qualifiés de nos contemporains. Bon, comme le résultat est quand même pas terrible avec l'atout que j'ai, je crois qu'on va on va peut-être s'arrêter aujourd'hui avec ces questions qu'on a vues jusque-là. Voilà, j'arrête l'enregistrement et passez un bon Noël. Au revoir.